coordonné ce projet et je suis directrice de recherche au CNRS à Sciences Po Bordeaux. Bonsoir tout le monde. Moi, donc j'ai participé à cette enquête pendant la période que je passais à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, du coup, faisant ma thèse aussi à côté. Et maintenant, par contre, je suis chercheur postdoctoral ou postdoctorant à l'Université Grenoble-Alpes. Et nous avons précisé les noms des collègues qui ont participé à l'enquête et à la rédaction d'un rapport que nous avons rendu à la mission de recherche Droit et Justice et dont le rapport sera sans doute accessible à partir de septembre sur le site internet de la mission de recherche Droit et Justice. Alors, je vais présenter d'abord le contexte de l'enquête, comment on en est venu à s'intéresser à ce que les citoyens pensent de la justice. La diapo. OK. Donc, on est parti du fait qu'il y avait très peu de travaux de sociologie sur ce que les citoyens ou les justiciables, c'est-à-dire les citoyens qui ont eu l'expérience de la justice, alors qu'il y a beaucoup de travaux sur l'organisation, le fonctionnement de la justice, les professionnels du droit. Donc, l'enjeu de la recherche, c'était de rendre compte de la diversité des rapports au droit et à la justice, ainsi qu'à la police en France, en les contextualisant. Ce qui nous a intéressés, ce sont les représentations, mais aussi les pratiques, les expériences éventuelles de la justice et de la police. Alors, qu'est-ce qu'on entend par représentation? Ce sont en fait des schémas d'interprétation. Les représentations, c'est ce qui va donner du sens à ce qu'on ressent. Les représentations, elles influencent nos actions ultérieures et elles sont différentes suivant les expériences individuelles et les groupes sociaux. Notre recherche a suivi une approche inductive, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de cadre théorique précis défini à l'avance et on n'avait pas la volonté de tester certaines théories ni la volonté d'évaluer la justice. On avait quand même quelques hypothèses. D'une part, le fait que les rapports des citoyens au droit et à la justice sont façonnés par leurs expériences de justice. D'autre part, qu'elles sont façonnées par la profession et par le niveau de diplôme. Et la troisième hypothèse était que les rapports des citoyens au droit et à la justice sont façonnés par les appartenances politiques. Les questions étaient très larges. Quelles images les citoyens ont-ils de la justice? Comment les personnes ont-elles vécu leurs expériences quand elles en ont eu? Quels en sont les effets sur, désolé pour la faute d'orthographe, sur le rapport à la justice? Et notre idée, c'était que les images et les émotions mentionnées par les enquêtés sont l'expression d'un certain rapport au droit et à l'institution judiciaire. Et enfin, notamment dans l'enquête quantitative, on s'est interrogé sur les facteurs qui façonnent les jugements portés sur la justice et la police. L'enquête quantitative permet de compléter et de généraliser certains résultats des enquêtes qualitatives. Donc, Cécile a mentionné ces enquêtes qualitatives, quantitatives. En fait, cela a fonctionné de la façon suivante. On a commencé par réaliser des entretiens collectifs qu'on appelle aussi des focus group, qu'on a réalisés entre novembre 2015 et juin 2016 auprès de personnes résidentes en France, dans le but d'analyser les regards que ces citoyens portaient sur l'institution judiciaire. Donc, nous avons constitué et animé 17 groupes avec au total 80 participants. Et du coup, les entretiens collectifs étaient conçus pour faire échanger les participants sur leurs représentations, perceptions et attentes des justices, et les cas échéants, quand ils en avaient, sur leurs expériences de la justice civile ou pénale. En effet, les groupes ont été constitués selon 3 critères qui nécessitaient du coup une certaine homogénéité au sein de chaque groupe pour permettre d'échanger sur un même niveau de langage, d'expérience, de connaissances. Le premier critère était celui de la classe sociale et du diplôme le plus élevé.
ce qui du coup donnait lieu à des groupes plutôt composés par ouvriers, employés, et d'autre part à des groupes composés plutôt par cadres, enseignants. Le deuxième critère était celui de l'expérience des justices. Donc, déjà, si les personnes avaient ou n'avaient pas une expérience des justices, que cela soit une affaire ou le fait d'avoir été proche de quelqu'un qui a eu une affaire, par exemple. Et le troisième critère, enfin, était celui des expériences en matière de justice civile ou pénale. Et dans le groupe pénal, on a aussi eu un groupe où on avait des personnes qui avaient été parties d'un jury ou sélectionnées pour participer à un jury d'assises, ce qui du coup rajoutait des détails que d'autres groupes n'avaient pas. Comment on a organisé les entretiens? En fait, chaque entretien durait environ 3 heures et ils étaient tous structurés en 3 séquences. Ils couvraient beaucoup de thématiques et dans cette présentation, on s'intéressera surtout aux images et aux attentes des justiciables telles qu'elles émergeaient surtout dans cette première partie de la discussion, cette première heure 30, à partir d'une question très ouverte. C'est quoi la justice pour vous? Après, on avait un temps de réaction documentaire de 10 minutes qu'on va vous montrer plus tard. Et on avait une troisième partie où on présentait des petites histoires qu'il fallait compléter dans les groupes de discussion. Le deuxième volet de l'enquête était celui quantitatif et portait... non, ça n'a pas changé. Oh, désolé, voilà. C'était une enquête quantitative qui, du coup, s'appuyait sur un dispositif, ce panel Ellipse, qui est étude longitudinale par Internet pour les sciences sociales. Donc, c'est un dispositif d'enquête par Internet destiné à la communauté scientifique. Donc, il s'agit d'un panel Internet, c'est-à-dire un échantillon, un sous-groupe représentatif de la population résidant en France métropolitaine, qui du coup permet de répondre à ce groupe de citoyens, de répondre régulièrement à des enquêtes. Et dans ce dispositif, une tablette tactile et un abonnement Internet mobile sont fournis aux panélistes qui sont sélectionnés aléatoirement par l'INSEE, l'Institut des statistiques nationales, afin du coup qu'ils participent à ces enquêtes mensuelles. Dans cette enquête quantitative, on présentait en fait un questionnaire qui avait la structure suivante. Donc, un peu comme les entretiens collectifs, il y avait 3 parties. Une première partie qui portait sur les représentations générales de la justice, avec des questions sur la confiance à l'égard des services publics, la confiance à l'égard des professionnels de droit, des questions sur les rôles des tribunaux, sur des avis sur la police et la justice et leur fonctionnement, et puis des images et des sentiments aussi associés à la justice. On avait ensuite cet extrait de documentaire que j'ai déjà mentionné, et des réactions à celui-ci avec des questions sur ce qui arrivait. Et enfin, encore des cas concrets à partir d'histoires sur lesquelles, notamment en matière de peine, les personnes pouvaient répondre, nous donner leurs opinions sur comment résoudre ces situations. Du coup, avant de vous montrer cet extrait de documentaire que je viens de citer, j'aimerais vous demander de répondre à une petite question qu'on a... désolé, là, je suis en train de copier-coller un lien et je n'arrive pas à le faire. Donc, je vais à un moment sortir de la présentation pour copier le lien et le mettre dans le chat. Cela devrait vous permettre de... Pourquoi je ne vois pas? Ah, c'est là. Devrait vous permettre de répondre à une petite question qui est la réplique d'une question qu'on avait posée lors de notre... Est-ce que ça a marché? Vous ne voyez pas ça en lien, vous ne pouvez pas cliquer. Voilà. Alors, désolé, je vais le reprendre là.
Pourtant, c'est ça. Ah, ça veut pas ça. Bon. Et bon, c'est là, ça n'a pas marché. Désolé, j'avais... Bon, c'est rien de spécial, il s'agissait juste de comparer ce que vous pensez par rapport aux réponses qu'on a eues dans notre questionnaire. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver une manière de transférer ça en lien. Je ne comprends pas pourquoi Zoom ne veut pas l'accepter. C'est dommage. Mais bon, on revient à la présentation, sinon là, ça va prendre trop de temps. C'est dommage. Donc là, comme je disais, on voulait vous montrer à quoi ça ressemblait cet extrait de documentaire tiré d'un vrai documentaire fait par Cédric de Bragança, qui était passé, je pense, sur France 3, qui s'appelle Aux marches du palais, c'est assez ancien, de 2004. Et donc là, c'est 10 minutes de vidéo, on va peut-être les couper un peu, on va vous montrer des morceaux différents. Comme ça, vous avez une idée de à quoi ça ressemblait ce vidéo et quel est le type de justice qu'on montrait dans cette vidéo pour après demander aux participants aux entretiens et aux questionnaires de répondre à des questions sur ce qui se passait dans, dans ces documentaires. Bonjour monsieur. Donc, vous pouvez désentraver monsieur Jeanne. Monsieur Jeanne, asseyez-vous là si vous voulez. Asseyez-vous, hein, monsieur. Alors, monsieur Jeanne, je suis madame Donal, substitut du procureur de la République. J'ai demandé donc aux policiers de vous présenter devant moi parce qu'on vous reproche d'avoir porté une arme de première ou quatrième catégorie, en l'espèce un fusil. C'est l'arme qui est derrière moi. Ce port étant prohibé et puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Qu'avez-vous à dire sur les faits qui vous sont reprochés, monsieur? Comment vous voulez que je vous explique comment ça s'est passé? Comment... Non? Vous déclarez ce que vous voulez. Je sais. Vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai pas mis monsieur en joue. J'étais chez moi, j'ai regardé ce qu'il y a comme balle. Je n'ai pas été inconscient, j'ai mis que de la bourre. Vous voyez? Le fait que ce soit de la bourre ou des plombs, c'est un élément qui n'est pas déterminé avec certitude, mais de toute façon, le délit est constitué. Les policiers vous l'ont expliqué, ça. Ouais. Hein? Mais de toute façon, sur le plan du code pénal, ça ne change pas grand-chose. Au début, je suis rentré dans le club. Et devant tout le monde, il m'a rejeté. Il m'a pris par la gorge et il m'a humilié un petit peu. Et puis... je suis remonté chez moi. Et donc, j'ai pris ça. Mais je ne voyais pas ça comme ça quand même. Je le conteste pas, mais je pensais pas que c'était si important. Et je n'ai pas mis en joue monsieur Jean-Louis. Je ne l'ai pas visé. D'accord. Alors, monsieur, vous pouvez être assisté par un avocat pour la suite de la procédure. Est-ce que vous souhaitez être assisté d'un avocat? Alors, monsieur, la procédure est la suivante. Moi, je demande à un juge qui s'appelle le juge des libertés et de la détention de vous placer en maison d'arrêt jusqu'à demain. Demain, le tribunal correctionnel se réunit sous la formation collégiale à 13h15. Vous devrez répondre de ces faits demain à 13h15. En attendant, c'est le juge des libertés qui décide si vous allez ou non en maison d'arrêt. Moi, je lui demande de vous placer en détention compte tenu du trouble à l'ordre public engendré par le fait d'exhiber et de faire usage d'une arme à feu dans un lieu public. Donc, c'est le juge des libertés qui en décide. Devant lui, vous serez assisté par un avocat. C'est lui qui décidera si ce soir vous dormez ou non en maison d'arrêt avant de répondre de ces faits demain devant le tribunal correctionnel. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Oui, j'ai compris. Alors, donc, vous allez signer au bas de chaque page ce procès-verbal, s'il vous plaît. Vous pouvez le relire, bien sûr. Au revoir, monsieur. Voilà, merci. Son videur n'étant pas le même que d'habitude, il m'a laissé rentrer. Il m'a demandé, les forains, vu que pendant la foire, il laisse rentrer tous les forains, il m'a laissé pénétrer. Et une fois dans le club, le patron m'a vu et m'a pris à la gorge devant tous mes amis et m'a fait ressortir. D'accord.
Et donc, vous avez été humilié parce que cette chose s'est passée devant vos amis et vous n'avez pas supporté. Ma femme. Ben oui, monsieur, mais quand un commerçant ne veut pas d'une personne dans son établissement, bon, a priori, ça ne mérite pas que ça dégénère de cette manière. Enfin, il ne me semble pas. Non, il a eu une violence qu'il n'a jamais d'habitude. D'habitude, et monsieur, quelqu'un qui réagit en vous disant, comme d'habitude, qu'il ne veut pas vous voir, ça nécessite qu'on revienne avec un fusil à pompe à canoncier. Non, madame, mais d'habitude... Ça justifie ça, monsieur? Non, madame, mais d'habitude... Non, mais c'est ça qui a de l'importance. Je crois que le tribunal a bien compris, monsieur, le début de l'histoire, puisque ça fait au moins 3 fois que vous nous le racontez. C'est pour ça que... C'est pas ça qui a de l'importance, monsieur. Ce qui a de l'importance, c'est ce qui se passe sur le plan pénal. Sur le plan pénal, ce qui vous est reproché, c'est d'avoir tiré des coups de fusil, monsieur. Oui. Hein? Donc, on a bien compris qu'à l'origine, vous étiez humilié, vexé, et que, étant humilié, vous avez demandé à votre père de venir. Votre père est venu, et avant même que vous sachiez l'issue de la discussion entre votre père et ce monsieur, vous vous êtes mis à tirer 2 coups de fusil. Oui. Et ça a de l'importance. Oui, madame. Très bien, monsieur. Très bien. L'audience va être suspendue. Nous allons rendre notre délibéré sur ce dossier et sur les autres en cours d'audience. Oui, je ne sais pas si c'est le président de l'avocat permanent. Le tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, le tribunal, à présent d'avoir délibéré, condamne M. Maximilien Jeanne à 12 mois de prison, dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, prononce le maintien en détention de Maximilien Jeanne et le condamne également à une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 2 ans. Voilà, monsieur, vous pouvez disposer. Dossier numéro 1, Andrieux Guillaume, Michel Ludovic, Fabrice Frédéric, Herbaud Ludovic. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a sur là? Mademoiselle Verdec, toujours en retard. Allez, on y va. Le tribunal. Ouais. Voilà, l'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Arrêtez. Il faut arrêter, Bartholoméo. Oui. Très bien. Donc là, vous avez vu un début du coup de cet extrait qui après, là, vous avez vu un extrait qui montrait un cas au tribunal correctionnel avec les parties initiales chez la procureure, la substitut de la procureure en vrai, et puis au tribunal. Et là, il y aurait un autre d'autres cas. Là, c'était des cas de Cécile, tu te rappelles mieux que moi, c'était des cas C'est devant le tribunal de police, la contestation du fait d'être passé au feu rouge et d'avoir des suspensions de permis. Voilà. Et il y avait un dernier extrait qu'on ne montrera pas devant la justice familiale. Voilà, là, vous voyez des petits moments. OK, mais on passe... Ah, désolé. On passe peut-être sur ça. Et là, du coup, je vais juste brièvement vous introduire le plan de notre intervention. Donc, on aura 2 moments principaux. On verra si on arrivera un peu à terminer sur le 3e moment, selon le temps qui nous reste. Donc, on commencera par parler des images et des sentiments et de la fonction de la justice, donc dans les yeux de citoyens, qui correspond au 1er chapitre de notre rapport, et puis une deuxième partie qui correspond au 2e chapitre de notre rapport, qui porte sur les attentes portées envers la justice et sur les critiques qui y sont liées aussi. Le 3e moment serait une typologie de rapport au droit qui clôture en fait notre rapport, c'est le dernier chapitre. Mais on verra si on arrivera à parler de cela. Donc, pour commencer sur la partie, sur la première partie, premièrement, quand on demandait qu'est-ce que c'était la justice pour les participants à notre entretien collectif, les citoyens témoignaient d'abord de leur attachement à la valeur justice, qui unanimement leur paraît une condition du vivre ensemble. On verra par la suite que parmi les représentations de la justice que mobilisent les participants aux entretiens, certains relèvent de réception, de mise en scène de la justice,
quand d'autres concernent plutôt le fonctionnement et les décisions prises. La dernière partie de ce premier partie montrera plutôt les effets pratiques et symboliques de cette façon de voir la justice. Mais du coup, on voit d'abord que les citoyens identifient 6 finalités de justice qu'on peut associer à ce concept de l'attachement à la justice en tant que condition de vivre ensemble. Donc, il y a les repères collectifs et les manières de régler les conflits. C'est la majorité des participants aux entretiens disons, proposer des exemples ou exprimer des opinions dans cette direction-là. On a là une citation qui exemplifie qu'est-ce qu'on entend par cela. Donc, c'est lorsque des personnes n'arrivent pas à s'entendre et donc on doit arriver à des institutions pour pouvoir trouver une solution. Donc voilà, la justice comme une institution qui permet de régler les conflits. Puis on a l'application du droit. Là aussi, on a 39 personnes qui mentionnaient la justice comme l'institution qui est en charge d'appliquer les normes de droit. On a un groupe plus restreint de 14 personnes qui mentionnaient le rééquilibrage de certaines inégalités. Annie, par exemple, dans le groupe numéro 4, disait quand ce n'est pas juste, il faut que quelque part, il y en a un qui soit, entre guillemets, plus fort que ceux qui ont une position assez élevée pour pouvoir défendre ceux qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de se défendre. Et donc la justice est là justement pour rééquilibrer cette inégalité. Cette conception sociale de la justice va de pair avec du coup, une très grande sensibilité aux injustices. Et parfois, il y a du coup cette dimension de ce qu'on appelle l'empowerment des plus faibles, donc la remontée des plus faibles. Un quatrième groupe se rallier, en fait, c'est plutôt le 6e là, se rallier de la protection et la punition. Donc, c'était l'idée d'un côté de la justice comme protectrice et d'autre côté, à l'opposé, l'idée de la justice comme celle qui est en charge de punir ceux qui ont rompu des règles, qui n'ont pas respecté les normes. Là, j'aurais voulu vous faire répondre à cette question par le lien que j'avais essayé de vous envoyer, sans y grossir, parce qu'en fait, ces 6 finalités ont été utilisées par la suite dans notre questionnaire pour élaborer des modalités de réponse possibles à la question « Quelle est la fonction des tribunaux pour vous ?» Les répondants pouvaient du coup hiérarchiser leurs 2 réponses. Et on voit que c'est du coup, en somme, les réponses qui ont été données à cette question, on trouve qu'une vaste majorité des répondants, presque 60%, pensent que les tribunaux servent d'abord à sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi, donc à punir. Et puis, on retrouve la fonction de régler les conflits, établissant qui a raison, donc dire qui est dans son droit. C'est 20% de notre échantillon qui a répondu ainsi. Et enfin, on a la fonction d'un repère collectif qu'on cite au respect des règles sociales, donc on cite à respecter les règles de vie en société. Il y avait aussi d'autres réponses, la fonction d'apaisement et de rééquilibrage des inégalités subies, les dédommagements des victimes ou la protection contre les délinquances, mais ils ont été moins choisis, donc c'était tout à moins de 10% chacune. Cécile, je pense que... Alors, nous nous sommes intéressés aux mises en scène de la justice et à la manière dont les citoyens se les réapproprient. Alors, ce qui ressort vraiment à la question « la justice, c'est quoi pour vous ?» ou « quelles images vous associez à la justice ?» les citoyens répondent d'abord des rites destinés à en imposer. Un tribunal, dit Pascal, cadre commercial et ancien juré, c'est tout de suite un édifice majestueux qui est toujours perché, c'est jamais au niveau de la rue. C'est des lieux qui, pour le commun des mortels, pour moi, citoyen lambda, ne sont pas accessibles. Autre image, c'est un lieu de représentation théâtrale
Alors, qui est perçu parfois de manière positive, mais le plus souvent critique, en se référant aux robes, aux rituels. Et la justice est perçue aussi comme un espace de représentation du conflit qui est représenté et associé à la figure de Thémis, allégorie de la justice et du droit, qui est souvent représentée avec une épée ou un glaive à la main, une balance dans l'autre et les yeux bandés. Les citoyens se réapproprient aussi d'autres images de la justice. Diapo suivante. Ce sont des images plutôt critiques de la justice. Alors là, on vous présente, quand le questionnaire est administré par tablette, à quoi correspondait le questionnaire. On avait fait le choix de mettre une expression associée à une image. Et on avait choisi des expressions qui avaient été le plus souvent citées en entretien collectif. Donc, dans le questionnaire, parmi les 8 options citées en entretien, on a pour moitié des réponses plutôt neutres, le palais de justice ou la balance. On a à hauteur quasiment d'un tiers une image critique du fonctionnement de la justice, une machine complexe pour un quart des enquêtés, un théâtre, une loterie, ou une image réconfortante, une protection pour 10% des enquêtés. Et ces images, elles dépendent du type et du nombre de contacts avec la justice, mais elles ne sont pas liées au sexe, à l'âge, au métier, au niveau de diplôme ou à l'orientation politique. Alors, parmi un certain nombre d'images iconiques de la justice sont renversées. Au lieu d'utiliser l'image de la balance, c'est celle de la balance déréglée qui est mise en cause. La justice, elle n'est pas forcément juste. Voilà, c'est l'image de la balance qui pèse, mais qui n'est pas forcément juste. La deuxième critique, c'est celle d'un fonctionnement bureaucratique, générateur d'inégalités. C'est comme si c'était des gens qui s'occupaient de robots, les hommes de loi. Ils n'ont pas l'impression, on n'a pas l'impression que c'est des êtres humains avec des sentiments, du ressenti, du vécu. Autre image souvent mobilisée dans une perspective critique, ce sont les comparaisons avec la santé pour indiquer que le monde de la santé a davantage fait l'effort de prendre en considération le patient. Et c'est cette même attente qui a avancé à l'égard de la justice. L'autre métaphore fréquente, c'est l'éducation, soit en référence aux enseignants, soit à l'égard de la figure maternelle ou paternelle. Pour expliciter les règles, les sanctions, l'autorité et la pédagogie. Et enfin, il y a beaucoup d'images qui se réfèrent à la justice et au droit comme un jeu, avec le fait que tout le monde n'a pas les mêmes cartes au départ et que les règles sont inégalement maîtrisées. Et enfin, on avait aussi des questions qui portaient sur les sentiments, les émotions inspirées par la justice, donc ce qu'on appelle les effets des expériences de justice. Et on cherchait, même si du coup on a posé cette question bien sûr aussi aux personnes qui n'avaient pas d'expérience de justice, on cherchait par cela à comprendre quels sont du coup les effets de la justice telle qu'elle est vécue et perçue par les individus. D'emblée, on observait déjà à partir des entretiens collectifs que les sentiments négatifs comme la colère ou les sentiments d'injustice ou la méfiance étaient accrus par le fait d'avoir déjà expérimenté le système judiciaire, que cela soit la justice ou la police, alors que les personnes qui n'ont jamais eu affaire à la justice exprimaient davantage des sentiments neutraux ou positifs comme le respect. Dans les réponses au questionnaire que vous voyez là dans ce graphique, les sentiments éprouvés envers la justice sont là encore plutôt critiques, bien que contrastés. En fait, on a à peu près un répondant sur 10, 13%, qui n'éprouve rien à l'égard de la justice, qui dit n'éprouver rien à l'égard de la justice. Et on a par contre les sentiments négatifs, 46,1% si on somme en fait ceux qui se trouvent là, ceux qui se trouvent là, qui sont majoritaires. En effet, un quart de panélistes ressentent d'abord de la méfiance, un cinquième de l'injustice, d'autres encore de la peur ou de la colère. Les respects, la confiance, la satisfaction et l'apaisement, qui étaient du coup les sentiments positifs que
pouvaient être exprimées cumulent à peu près 40% des réponses aussi. Donc, vous voyez, c'est assez contrasté, même s'il y a en majorité des sentiments négatifs. Ce graphique s'explique parce que du coup, les personnes pouvaient exprimer jusqu'à 2 sentiments. Et en fait, si on cumule les 2 réponses, on retrouve que 41% des répondants ont exprimé seulement des sentiments négatifs, alors que 33% exprimaient 2 sentiments positifs. Et il y a, voilà, vous voyez, un peu plus de 10% des répondants qui, par contre, exprimaient un sentiment négatif et un sentiment positif, par exemple, le respect et la peur dans leurs 2 réponses. À partir des données collectées par les questionnaires, on a aussi pu faire des analyses statistiques plus avancées que celles que du coup, je viens de vous montrer, ce petit graphique que je viens de vous montrer. Notamment, on a fait ce qu'on appelle des analyses de régression, que brièvement, elles permettent d'identifier quels sont les facteurs qui davantage s'associent à certaines réponses. Pour le fait du coup, de prouver des sentiments négatifs envers la justice, comme colère, peur, sentiment d'injustice, on a trouvé que voilà, la probabilité de ressentir exclusivement ces sentiments négatifs était 2 fois plus élevée après avoir essuyé un refus de plainte au commissariat. Donc, s'être rendu au commissariat pour dénoncer quelque chose et en fait n'avoir pas obtenu l'enregistrement de notre plainte par les policiers, ou par le fait d'avoir ou plusieurs expériences judiciaires ou une seule expérience pénale. La probabilité de ressentir des sentiments négatifs était 1,4 fois plus élevée pour les personnes qui se situent à droite, pour les moins diplômés, comparativement aux personnes de gauche ou plus diplômées. Et au contraire, on trouvait que la probabilité que les personnes de nationalité étrangère ou ayant acquis la nationalité française ressentent des sentiments négatifs est près de 2 fois moins grande, ce qui pourrait être surprenant pour certains. Donc, les personnes étrangères aient des sentiments globalement plus positifs ou absents vis-à-vis de la justice par rapport aux Français de naissance. Et enfin, voilà, on ne trouvait pas d'effet lié aux catégories socioprofessionnelles, ni au sexe, ni à l'âge. Alors là, on souhaitait vous expliquer en prenant un long extrait qu'on va lire à leur voix. On est parvenu à l'analyse qu'on vous a présentée sur les images ou sur les émotions ressenties à l'égard de la justice. Là, c'est un extrait d'un groupe constitué de cadres ou professions intermédiaires avec expérience de la justice civile et où il est question de peur, d'effroi face au dévoilement de l'intimité face à la justice. Et c'est en réaction au documentaire qu'on vous a montré et le lien que les personnes établissent ou non avec leurs expériences de justice. Moi, comme spectatrice, j'ai trouvé que c'était aseptisé, violent, dur, et ça m'a fait mal au cœur. J'ai été assignée par mon compagnon et par sa famille 4 fois, 5 fois même. Moi, c'est ça que j'ai trouvé très violent à vivre et que j'ai revu là. C'est le fait qu'on n'ait pas le droit de parler, nous, en tant que justiciables. Ça touche la famille, on vous déballe pendant 10 minutes, on vous défonce et vous n'avez rien le droit de dire. Ce sont que vos avocats qui ont le droit de parler. Vous, on s'en fout. C'est trop dur, quoi. Moi, ça me rend triste en tant que spectatrice et en tant que justiciable. Sur les sentiments que vous avez éprouvés par rapport à vos expériences de justice, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la peur, la tristesse. L'incompréhension. La nudité. On est un peu à poil en face de gens en grande robe, mais dans tous les sens du terme, quoi. Parce qu'on n'est pas du milieu, parce qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'on est dépouillé de paroles, de fric, de tout. C'est un peu ça, moi, je trouve. Dans la dignité aussi. Dignité? Non, moi, je n'irai pas jusque-là. Pas de peur, tout ça. Je ne suis pas dans ces registres-là. En revanche, la frustration de ne pas comprendre les jeux des autres. Elle donne l'exemple d'une relation avec un avocat. C'est de la fourberie. Ce sont des choses qui sont tout sauf dignes. Moi, au contraire, j'ai rebondi sur la question de la dignité. Autant la mienne que celle de ceux que j'aurais
eu en face dans ces occasions-là. Donc, ces sentiments de frustration par la méconnaissance à la fois des lois, mais aussi la façon dont les microcosmes fonctionnent. Parce que tant qu'on n'a pas les clés de ça, on peut difficilement... Ah, pardon. On se plaint des médecins qui n'ont pas assez de psychologie et tout ça, mais qu'en est-il de la formation? C'est rien du tout chez les juristes. Quand vous évoquez cette vidéo, j'ai noté appréhension et stress en termes d'émotion. C'était juste pour dire l'effroi que j'avais eu en regardant ce truc-là, en parlant du documentaire. J'avais ce même effroi-là lorsque je me suis trouvée assignée à plusieurs reprises, avec ces craintes-là et cette sensation de nudité, de devoir me justifier, de devoir prouver maintes et maintes fois. Et comme c'était dur de le faire, surtout avec un avocat qui faisait un peu les choses en dilettante. Mais là où j'ai été agréablement surprise, c'est que déjà, j'ai eu une écoute des officiers de police judiciaire qui était hyper bienveillante, hyper accueillante et salvatrice avant le jugement. Que la juge, elle a toujours œuvré dans l'intérêt de mon fils et les décisions, les 4, étaient justes. Donc, cet extrait était destiné à vous montrer comment on étudiait les sentiments. Donc, à chaque fois qu'un sentiment apparaît, on le note et au fur et à mesure des entretiens collectifs, on peut essayer de quantifier ces analyses qualitatives. On peut voir qui ressent les mêmes sentiments, la variation des intensités, le mettre en relation avec les expériences de justice, avec la connaissance ou non du droit et différentes variables sociologiques. Et en fait, par ces travaux, on arrive après à, disons, établir ce qu'on appelle des typologies. Donc, en fait, on distingue les différents participants dans des types idéaux de rapport au droit, donc de façon de se relationner et de vivre le droit au quotidien. Et en fait, on s'est appuyé pour faire ce travail-là sur un livre déjà existant. C'est un travail américain écrit par Evic et Silbe, qui s'intéresse du coup à ce qu'on appelle la conscience du droit, donc à comment nous nous relationnons au droit dans notre quotidien. Et on a du coup essayé d'identifier des régularités dans ces rapports au droit. Et ces autrices américaines en fait proposent 3 principales postures vis-à-vis du droit et de la justice. Sur la base des sentiments, de l'analyse des sentiments et des images qu'on vient de vous présenter, on a aussi du coup pour caractériser nos participants au sein de ces catégories que ces autrices ont élaborées. Donc la première de ces catégories est celle de face au droit, qui caractérise les personnes qui manifestent une crainte vis-à-vis de la justice, mais qui aussi reconnaissent et acceptent l'autorité du droit, et qui considèrent du coup le droit et la justice comme une sphère d'activité séparée de la vie sociale ordinaire. Et donc, en fait, il y a une prise de distance, mais à la fois une reconnaissance de la grandeur du droit et de la justice. Deuxièmement, il y a ce deuxième type qui est ce deuxième rapport, plutôt, ce qu'on qualifie de avec le droit, ou de jeu avec le droit, qui relève du coup d'un usage actif du droit par des individus stratèges, qui pensent que le droit est une ressource à mobiliser pour défendre des intérêts, notamment dans des situations qui peuvent sortir de l'ordinaire et que donc ne peuvent pas c'est réglé par les moyens ordinaires. Et donc, on fait recours au droit pour cela. Et enfin, le troisième type, le troisième rapport est celui qualifié de contre le droit. Et les caractéristiques de ces individus dépourvus de capitaux et ressources nécessaires pour parvenir à être avec le droit. Donc, contre le droit ne signifie pas qu'ils protestent contre le droit, mais plutôt qu'ils essayent de contourner le droit, qu'ils considèrent comme trop écrasant. Et donc, ils essaient de créer des interstices, des espaces pour essayer d'échapper au pouvoir des règles, et donc vivre au-delà des règles. Et en fait, du coup, en essayant d'appliquer cette typologie à nos entretiens collectifs, on a vu que plusieurs participants rentraient bien dans ces 3 rapports,
Mais on a aussi observé que certains d'entre eux présentaient à la fois des caractéristiques des deux types et donc de deux rapports. Et donc, en fait, ils étaient un peu la frontière ou en tension entre plusieurs types de rapports au droit. Un exemple de type face au droit, de rapport face au droit, donc, comme je l'ai dit, ça relève de la connaissance du droit, mais aussi d'une peur vis-à-vis de celui-ci. Clotilde, qui était une commerçante qui se déclare de droite dans notre 15e entretien, d'abord, elle associe la froideur à la justice comme sentiment, mais elle parle aussi de la justice comme d'une amie. Je peux compter sur elle. Ça me rassurait sur mes 2-3 cas. Donc, elle dit, elle a toujours été écoutée par la justice. Et elle dit avoir fait confiance à son avocat, que c'était quelqu'un qui allait gérer, qui était en encyclopédie du droit, voilà. Et aussi, elle dit avoir fait confiance à la police en général. Donc, cette confiance apaisée dont elle témoigne à l'égard du système pénal, le fait de s'en remettre aux professionnels du droit et la grandeur qu'elle attribue à ses autorités rapproche du coup Clotilde de ce rapport face au droit, identifié par les deux autrices américaines. Alors, le deuxième type de rapport au droit, contre le droit, ici, c'est l'idée de se faire justice soi-même. On ne l'a pas reprécisé avant, mais bien sûr, tous les prénoms ont été anonymisés en rendant compte de la génération, de l'appartenance sociale, éventuellement de l'origine ethnique ou nationale pour les personnes de nationalité étrangère. Et on a bien veillé à l'anonymisation des détails pouvant, afin que nul ne puisse être reconnu. Alors, ce qui est frappant, c'est que, particulièrement dans les milieux populaires et les professions intermédiaires, le sentiment d'injustice est plus présent. Il alimente la colère, l'indignation, le fait de vouloir se faire justice soi-même. Et on voulait vous donner 2 exemples. Géraldine, qui est au chômage et qui a aussi bien l'expérience de la justice civile et pénale, qui a refusé de se positionner sur l'axe gauche-droite, et Fabrice, convoyeur de fonds proche du Front National. Tous deux revendiquent le droit d'utiliser la manière forte « on me tape, je tape ». Fabrice conteste l'impartialité de la justice en citant des affaires médiatisées ou des exemples personnels. Et on voudrait que j'ai foi dans la justice de mon pays. Quand Géraldine est plus violente, n'avoir pas confiance à 100% dans la justice, j'y crois, mais peut mieux faire. Elle se situe dans une position ambiguë. Elle développe à la fois un discours assez sécuritaire. Elle affirme le respect de l'autorité de la justice, de la police et de la loi, même quand elle est partagée quant à la justesse de certaines décisions. Et elle éprouve un sentiment d'écrasement face à la justice quand elle s'identifie au pays des merveilles, toute petite, face au juge qui lui paraît immense. Et un troisième portrait correspondant au type de rapport au droit comme ressource. Pour plusieurs participants, le droit est une ressource mobilisée pour obtenir gain de cause dans un litige avec une entreprise, un conflit avec ses voisins, un propriétaire ou un maire. Alors là, on a pris l'exemple de Chantal, qui n'est proche d'aucun parti et qui exerce, qui travaille à partir d'Internet. Dans son métier, elle recourt régulièrement au droit, qu'elle perçoit comme un outil. Lors de son divorce, comme lors de son licenciement, elle a fait preuve d'une capacité à jouer avec le droit. Elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et plutôt que de se voir assigner n'importe quel avocat, elle a démarché plusieurs cabinets jusqu'à en trouver un qui accepte de la prendre et par rapport auquel elle était satisfaite. Alors nous, de cette première partie sur les images et émotions face à la justice, on retire 2 principaux résultats. C'est que les citoyens sont davantage marqués par une représentation surplombante de la justice. Ils font référence aux rituels publics, aux juridictions les plus ritualisées comme les assises. Donc, une représentation surplombante de la justice plutôt qu'une justice immergée dans le social.
et ce, alors même que la proportion d'affaires traitées en audience se réduit, y compris, et on voit ça, y compris parmi les enquêtés qui n'ont eu affaire qu'à la justice civile. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que les procédures ou décisions judiciaires, elles ont des effets objectifs, obtenir ou pas la garde de ses enfants, une indemnité, être privé de liberté, mais les décisions de justice ont aussi des effets symboliques. Plusieurs ont avancé le fait d'être innocentés ou réhabilités ou leur honneur. Les procédures et décisions ont des effets subjectifs, les émotions ressenties, mais aussi des effets cognitifs par les réinterprétations des politiques judiciaires, par exemple le renversement des images iconiques de la justice. Et ces multiples effets et réappropriations affectent les rapports à la justice des citoyens. Donc là, deuxièmement, dans notre recherche, nous avons effectué l'analyse de la confrontation de représentations que les citoyens se font de la justice et des expériences qu'ils en ont avec leurs attentes très idéalisées de celle-ci. Il apparaît que les enquêtés font état d'attentes très idéalisées envers la justice, qui explique aussi en partie leur critique et des illusions vis-à-vis de celle-ci. Il y a donc un constat d'altérité forte à l'égard de l'institution judiciaire et des acteurs, professionnels ou pas, qui exercent la justice. Il y a aussi une récurrence d'un lexique, d'un champ de mots relatifs aux inégalités économiques, sociales, culturelles, qui influenceraient la manière dont la justice fonctionne et les décisions qu'on peut en avoir. Il y a souvent sont identifiées l'importance des ressources financières, sociales et culturelles. Et oui, et enfin, il y a aussi souvent l'importance de ces ressources est connectée au fait que ce qu'on venait de montrer, en fait, de faire que l'individu se trouve dans une position telle qu'il subit une espèce de violence symbolique de la part de la justice qui, du coup, est surplombante. D'abord, il y a un constat critique largement partagé qui porte sur l'institution justice et son organisation. Le premier de ce constat largement partagé, celui d'une justice chère et difficile à comprendre. Notamment, il pointait le coût financier qui contraste avec le fait qu'on devrait être tous égaux face à la justice. Notamment, les participants mentionnaient les honoraires d'avocats qui peuvent différer beaucoup et qui donc introduisent déjà une première inégalité. Il pointe aussi à l'incapacité du système d'aide juridictionnelle à compenser ces inégalités. L'aide juridictionnelle, du coup, est ce système qui permet d'avoir un avocat assigné par la justice elle-même et qui, du coup, ne coûte pas de l'argent pour le justiciable qui fait recours. Et après, il pointe aussi un effet démotivant du coup, de cette lutte en justice à armes inégales. Donc, le fait de rentrer déjà dans l'institution en sachant qu'on fait un combat où on ne part pas sur un pied d'égalité. Il y a cette citation de Anne qui montre bien cela. Elle dit « Moi, j'ai lâché l'affaire parce que derrière, mon ex-mari, lui, il avait les moyens de se payer un ténor qui a sorti les dents. J'avais l'aide juridictionnelle avec quelqu'un qui en avait un petit peu rien à faire en tant qu'avocat. Du coup, je me suis senti hyper lésé parce que j'ai trouvé que celui qui parlait le plus fort et qui avait le plus de fric, il obtenait ce qu'il voulait. » Donc, c'était dans le cas d'un cas de divorce. Encore, voilà, sur ce point que je mentionnais, des limites de l'aide juridictionnelle. Donc, c'est un dispositif qui devrait permettre de démocratiser l'accès à la justice, mais en fait, elle est souvent vécue comme un piège, c'est-à-dire que souvent les participants mentionnaient le fait que ces avocats de l'aide juridictionnelle manquent de compétences, d'expérience ou tout simplement d'implication sur des affaires qu'ils obtiennent un peu à la chaîne
et qui ne sont pas forcément trop le temps d'étudier. Donc, l'aide juridictionnelle est perçue comme une forme dégradée de défense. Deuxièmement, un autre critique qui est souvent mentionné est celle d'une justice comme lieu et institution aussi peu accessible, malgré l'existence, la création plus ou moins récente des lieux d'intermédiation, comme les maisons du droit. Citation voilà, de Magali qui dit, une assistante à la direction, donc voilà un cadre, un milieu très fermé pour moi, un monde à part, quelque chose qui n'est pas facile, on a du mal à y accéder déjà, on a du mal à avoir les informations. Donc même quelqu'un comme elle, fonctionnaire avec une expérience de l'administration, elle trouve que la justice, voilà, elle est assez difficile d'accès. Les procédures sont trop complexes, l'insuffisante explication des décisions par les juges et après par les avocats qui devraient être des intermédiaires permettant d'avoir un accès plus facile aux décisions et au langage juridique. Et enfin, voilà, il pointe aussi au problème de l'incompréhension vis-à-vis du jugement différent en première instance et en appel. Donc, il pointe à cette incertitude des décisions, à l'impression de subjectivité, un sentiment d'injustice qui découlerait du coup de cette divergence dans les décisions qui sont prises en première instance ou en appel. Et cette incompréhension, forcément, sape aussi en partie la légitimité de la décision elle-même et du coup aussi peut saper la confiance envers la justice dans son ensemble. Alors, autre type de critique portant sur l'organisation, c'est le fait que la justice est à la fois trop lente et trop rapide. Le temps, c'est vraiment un facteur essentiel d'incompréhension de la part des citoyens. Tous reconnaissent que rendre la justice nécessite du temps, mais la plupart insistent sur le fait qu'il existe des temporalités plus ou moins adaptées au type d'affaires et surtout aux enjeux pour les personnes impliquées. Et notamment en matière civile, familiale, les délais sont globalement perçus comme excessifs du point de vue des parties au regard des effets sur leur vie. C'est vraiment ça la dimension cruciale. Les citoyens ont clairement conscience qu'il y a différents rythmes dans la justice selon les contentieux. Un tempo lent avec des temps d'attente considérables pour certains types d'affaires comme les affaires familiales ou les assises et un tempo rapide, voire jugé expéditif pour d'autres comme les comparutions immédiates. Par ailleurs, les citoyens regrettent, déplorent le contraste entre les temps longs d'attente et la brièveté des temps d'échange avec le juge à l'audience, avec l'idée qu'il y a un traitement des affaires à la volée qui déçoit les attentes des justiciables. L'avenir des enfants se joue sur 2 fois 15 minutes. C'est pour ça, je parle un peu à la va-vite. Et en fait, au-delà de cette critique organisationnelle, c'est en fait une critique sociale et politique qui est faite. Une critique du droit et de la justice comme instrument de domination. La distance serait entretenue à travers le langage juridique et les rituels. Donc, dans les entretiens, il y a beaucoup l'opposition entre eux et nous, entre les profanes et ceux qui exercent la justice, que ceux qui exercent la justice soient des professionnels du droit ou pas. Ce qui est critiqué, c'est la position surplombante, du haut vers le bas. Et pour les citoyens, ce n'est pas simplement une logique professionnelle de spécialisation de l'activité qui est en cause, mais bien une logique de distanciation sociale. L'impression que c'est l'élite au-dessus de tous, parce qu'on connaît les lois, on connaît tout sur tout. Et donc, ce qui est critiqué, c'est la part que la justice prend dans la reproduction des inégalités. Une justice de classe est dénoncée de manière omniprésente dans les entretiens collectifs, alors que nous n'avions aucune question portant sur ces dimensions. Alors, le vocabulaire utilisé, c'est justice à 2 vitesses, pot de terre contre pot de fer, justice à géométrie variable qui procéderait avec 2 poids, 2 mesures. Il y a encore l'image de David contre Goliath, où le juge aiderait Goliath à écraser le pauvre David avec sa massue.
Donc, les citoyens avancent l'idée d'un système partial qui serait au service des puissants. C'est pour cette raison que l'expérience de justice est souvent associée à un sentiment d'injustice. La reproduction, voire l'amplification des inégalités sociales et économiques par la justice constitue un facteur important de délégitimation du système judiciaire. Si on cherche à regrouper les éléments d'inégalité qui sont pointés par les participants d'entretien collectif, on identifie 3 ensembles de facteurs d'inégalité principaux. Le premier, c'est des inégalités liées au système judiciaire lui-même, donc les limites à l'accès à l'information et du coup les enjeux d'accès aux meilleurs avocats parce qu'ils nécessitent de capitaux conséquents. Les problèmes de compréhension vis-à-vis du fonctionnement de l'institution, du système. Après, il y a des facteurs qui tiennent aux parties. Et donc, quand on se trouve dans une procédure, on peut se retrouver à avoir des niveaux inégaux de maîtrise du langage et des capacités à s'exprimer dans le jeu judiciaire. Il y a aussi la question des attitudes des parties en audience. On peut penser notamment au pénal. Face au juge, vous avez vu aussi dans le vidéo, dans le petit documentaire, il y a des éléments d'attitude corporelle, de déférence vis-à-vis du juge, qui peuvent notamment se lier au différentiel de capital culturel et qui peuvent jouer dans la décision du juge aussi. Enfin, les participants pointent aussi à un traitement différencié, voire une discrimination de propre à l'égard de certains groupes sociaux dans les décisions judiciaires. Au pénal, notamment au détriment des étrangers, des personnes d'origine étrangère, qui se trouvent normalement dans une plus grande précarité, et donc voilà, incapacité de langage, encore cet élément de manque d'attitude adaptée, et donc double peine qui en dériverait. Et ensuite, en matière familiale aussi, souvent, c'est surtout les hommes, en fait, dans nos entretiens, qui défendent l'idée qu'il y aurait une discrimination contre les hommes en matière familiale. Deuxièmement, voilà, ces critiques et ces attentes vis-à-vis de l'institution judiciaire sont vécues par les participants comme une épreuve morale ou psychologique. Donc, en fait, ces inégalités qui ont lieu dans le jeu judiciaire sont vécues comme une épreuve morale et psychologique qui est difficile à supporter parce qu'elle redoublerait les violences ayant du coup incité à la saisie de la justice. Il s'agirait d'une vraie fatigue psychologique qui est ressentie au quotidien. Azedine dit, quand tu as quelque chose en justice, tu te lèves avec, tu te couches avec, tu travailles avec, et cette lenteur-là, toi, tu te la prends tous les jours, quoi. Et quand tu arrives dans l'entonnoir, au moment de rencontrer le juge, 3 minutes 12, paf, c'est fini. Et par contraste, voilà, cette épreuve de passer en justice est vécue et contrastée aussi à une volonté de conserver une forme de dignité quand on passe en justice. Les parties peuvent vivre durement la mise en forme juridique du conflit. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir mentionner les violences endurées faute de preuves lors d'un divorce. On entend aussi souvent parler des cas de viol et de la difficulté où les victimes peuvent être mises pour l'effet de prouver ce qu'elles ont vécu. Et voilà. Et après, il y aurait aussi, comme je l'ai cité tout à l'heure, cette violence symbolique qui serait exercée par les professionnels du droit et qui est donc vécue par les citoyens qui ont affaire à la justice. Donc, par exemple, le fait de faire comprendre, que des professionnels donc des juges ou des procureurs fassent comprendre à un justiciable que ces droits sont inaccessibles ou qui empêchent, comme vous l'avez vu aussi dans la vidéo, le justiciable de s'exprimer comme il voudrait parce que voilà, ils ont besoin de passer vite. Vous avez vu dans la vidéo que tout de suite après la condamnation du justiciable, il y a
eu tout de suite une transition sur une nouvelle affaire qui montre bien comment du coup, cette affaire peut s'enchaîner. Et enfin, voilà un dernier élément d'attente et des critiques contrastées sur la justice, et celui des politiques d'accès à la justice. On a en fait on a retrouvé des appréciations socialement contrastées de ces politiques d'accès à la justice. Notamment, on a un exemple de l'entretien 5, où du coup, on a une participante qui au début mentionne et vante les grands progrès qui constituent les maisons de justice. Donc, c'est des lieux où les personnes peuvent aller pour avoir des consultations gratuites sur leurs affaires. Et 4 autres personnes, en fait, étaient plus réservées quant à la mise en œuvre de cet instrument, en disant que voilà, ça aidait, mais ça ne résolvait pas les soucis d'inégalité qui existent encore. Et en fait, dans ces débats, il y a 2 niveaux de discussion qui sont imbriqués. Il y a d'un côté les tensions entre une justice surplombante, voilà, les professionnels du droit qui occupent une place centrale et qui peut être représenté par ce palais de justice monumentaux, et assez emblématique aussi, il faut dire. Et d'autre côté, une justice conçue comme un lieu d'intermédiation. Donc voilà, ces maisons de justice qui sont un lieu d'intermédiation entre citoyens, droit et tribunaux. L'autre niveau de discussion est celui voilà, des inégalités face au système judiciaire, auquel, du coup, les maisons de justice ne remédient que partiellement. Donc, c'est un jugement sur comment cette politique d'accès à la justice a été mise en place et sur ses effets. Et en fait, on observe que ces débats et structurés, ces prises de position reflètent les différences qui existent entre ceux qui ont pris la parole. Donc, de personnes de statut socio-économique plus élevé, un chirurgien, un dentiste, en opposition à des professionnels plus précaires, et d'autre côté, aussi vis-à-vis de leur expérience différente de la justice. Il y avait d'un côté quelqu'un qui avait fait l'expérience de la dite délinquance en col blanc, donc la délinquance faite par les gens haut placés, en opposition à des gens qui avaient des expériences de petites affaires, des affaires familiales. Alors, ces critiques, elles sont le revers des fortes attentes qui s'expriment envers l'institution judiciaire. Donc, il y a un attachement très fort à la valeur justice et les citoyens en défendent une conception très idéaliste. Comme le dit Amandine, cadre de santé, dans un idéal, ben en fait, tout ce qui concerne la justice, ça ne devrait pas être sali par tout ce qu'on a dit, pas d'histoire d'argent, pas non plus d'histoire de cas par cas, de subjectivité. Dans un groupe, un contraste est fait explicitement entre la justice avec un grand J et la justice avec un petit j, mais c'est sous-jacent dans de nombreux entretiens collectifs. La justice avec un J majuscule, c'est la justice absolue, une valeur éthérée. Et la justice avec un J minuscule, c'est celle qui s'incarne dans les pratiques des professionnels du droit, pratiques qui sont nécessairement contingentes, subjectives, parce qu'humaines. Mais il n'empêche que ce contraste alimente une désillusion. Or, s'expriment de fortes attentes en termes d'écoute et d'empathie au-delà de la résolution du litige. Et ce que nous montre la comparaison fréquente avec la santé, on peut jouer sur les mots à partir des termes anglais. Il y a une forte attente en faveur du cure, c'est-à-dire le fait de soigner, ici de traiter un litige, mais aussi et peut-être plus encore en termes de care, c'est-à-dire le fait de prendre soin des personnes. C'est ça que les citoyens attendent de la justice, pas simplement que leur litige soit résolu, mais qu'il soit pris soin des personnes. C'est ce que nous dit aussi la métaphore maternelle ou paternelle, la demande de disponibilité, d'empathie. Or, ce qui paraît blessant pour celles et ceux qui ont eu l'expérience de la justice, c'est que le système judiciaire ne permettrait pas suffisamment l'expression de la parole et de la sensibilité. Plusieurs soulignent que les parties sont traitées en objet plutôt qu'en sujet de la loi et qu'ils sont considérés comme spectateurs. On n'est pas acteur, on parle très peu puisque c'est l'avocat qui parle. On sent qu'on n'a pas la liberté de parler.
généralement, les questions qu'ils posent, donc les magistrats, les avocats, ce n'est pas les réponses que vous avez envie de donner. Alors, la conclusion de cette partie 2, et on s'arrêtera là pour prendre vos questions, c'est que les critiques visent surtout la justice surplombante, alors que les attentes, elles s'orientent davantage vers la justice comme opérateur du social. Ce qui ressort de manière très forte aussi, c'est le ressenti d'une domination. L'expérience de justice renforce certaines inégalités et l'institution judiciaire produit elle-même des inégalités en exerçant une domination symbolique. Plus rares sont les citoyens qui indiquent que le droit et la justice peuvent être mobilisés comme des sources d'émancipation. Donc, on avait prévu une troisième partie sur les rapports au droit et à l'institution judiciaire, mais vu qu'on est déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on s'exprime, peut-être est-il préférable, on en avait discuté avec les animateurs, de faire la place à une série d'échanges et de questions, et puis on verra si on a le temps éventuellement de présenter les 4 types de rapports au droit que l'analyse quantitative permet d'identifier.